L'an 1002. L'Angleterre agonise sous les raids vikings. Depuis plus de 2 siècles, les dracars déferlent sur les côtes britanniques comme des vagues de mort. Mais cette fois, ce n'est plus du pillage ordinaire. C'est une guerre d'usure qui saigne le royaume jusqu'à la moelle. Le roi Ethelred II monte sur le trône à l'âge de 10 ans en 978, après l'assassinat brutal de son demi-frère Édouard le Martyr. Le jeune souverain hérite d'un royaume prospère, unifié par ses ancêtres depuis Alfred le Grand. Mais il hérite aussi d'un surnom qui traversera les siècles, Ethelred le Malavisé. En vieil anglais, son nom signifie « noble conseil », mais son sobriquet Unred veut dire exactement l'inverse, « mal conseillé ». L'ironie est cruelle, presque prophétique. Les Vikings ne sont pas nouveaux en Angleterre. Depuis 793 et le raid sanglant sur le monastère de Lindisfarne, ils pillent, violent, massacrent. Alfred le Grand les a combattus, contenus, négociés. Il a même créé le Danelaw, ce territoire où les Danois s'installent, appliquent leurs lois, vivent côte à côte avec les Anglo-Saxons. Pendant des décennies, une paix relative règne. Les deux peuples commercent, se marient parfois, coexistent. Mais quand Ethelred devient roi, tout bascule. Les raids reprennent dès 980. D'abord sporadiques, des escarmouches sur les côtes de Hampshire et Devon. Puis, en 991, l'horreur arrive en force. Une flotte colossale, menée par Olaf Tryggvason, un viking norvégien aussi charismatique que brutal, déferle sur l'estuaire de la Blackwater. Août 991. Les dracars vikings remontent la rivière Panta, aujourd'hui connue sous le nom de Blackwater. Ils accostent sur une île reliée à la terre ferme par une chaussée étroite que la marée haute recouvre. C'est un piège naturel parfait pour les défenseurs. Byrhtnoth, l'éaldorman de l'Essex, un noble guerrier de plus de 60 ans, rallie ses hommes. C'est un colosse, un vétéran respecté de tous. Les Vikings ne peuvent traverser la chaussée que par rang de 2 ou 3. Byrhtnoth pourrait les massacrer à loisir, transformer ce goulet en abattoir, mais il commet l'erreur fatale de sa vie. Par orgueil, par ce sens de l'honneur qui définit les guerriers anglo-saxons, il laisse les Vikings traverser complètement pour se battre à armes égales sur un champ de bataille dégagé. Le carnage est immédiat. Les Vikings, entraînés, impitoyables, écrasent les forces anglaises. Byrhtnoth lui-même tombe sous les coups, décapité. Ses hommes, fidèles jusqu'au bout, refusent de fuir et meurent autour du corps de leur seigneur. Un poème anglo-saxon immortalisera cette bataille, louant le courage insensé de ces guerriers qui ont choisi la mort plutôt que la honte. Mais le courage ne paie pas les factures. Ethelred se retrouve face à une armée viking triomphante qui campe sur son territoire. Son archevêque, Sigéric de Canterbury, lui conseille une solution pragmatique. Payer. L'or plutôt que le sang. Ethelred accepte. Il verse 10 000 livres d'argent aux Vikings. C'est une fortune colossale, l'équivalent de 2,4 millions de pièces d'argent. Pour rassembler cette somme, il faut lever des impôts écrasants sur tout le royaume. Les paysans, les marchands, les nobles, tous paient. Ce tribut prend un nom qui deviendra tristement célèbre, le Danegeld, littéralement « l'argent des Danois ». Et ça marche. Olaf Tryggvason prend l'argent et repart en Norvège où il devient roi, se convertit au christianisme et ne revient jamais. Mais le précédent est établi. Les Vikings savent maintenant que l'Angleterre paie, et payer, c'est inviter d'autres raids. 933, une nouvelle flotte arrive. Ethelred paie à nouveau. 994. Cette fois, ce sont Olaf Tryggvason et Sweyn à la barbe fourchue, le redoutable roi du Danemark, qui débarquent ensemble avec une armée massive. Ils assiègent Londres. La ville résiste, mais le royaume saigne. Ethelred verse 16 000 livres, peut-être même 22 000 selon certaines sources. Olaf, fidèle à sa parole de 991, repart définitivement. Sweyn, lui, empoche l'or et rentre au Danemark. Pour l'instant, Ethelred essaie autre chose. Il engage des mercenaires danois pour défendre l'Angleterre contre d'autres Danois. La logique est simple. Qui mieux qu'un viking pour combattre un viking? Il leur offre des terres, des titres, de l'or. Parmi ces mercenaires, un certain Palig Tokesen se distingue. Ethelred le nomme Jarl de Devonshire, lui confie des terres importantes. Palig épouse Gunhild,
une noble danoise qui serait la sœur de Sweyn à la barbe fourchue lui-même. Pendant quelques années, le système fonctionne tant bien que mal. Mais en 997, les raids reprennent. Cette fois, c'est une hécatombe continue. Année après année, les Vikings pillent, brûlent, massacrent. Southampton, Devon, Cornwall, Dorset. En 997, ils saccagent l'abbaye de Tavistock, emportant un butin que la chronique anglo-saxonne qualifie d'incalculable. Ils détruisent Kingsteinton, Pinhoe, Cleast, Exmouth. Et le pire, certains des mercenaires d'Ethelred trahissent. En 1001, Palig lui-même, ce Danois que le roi a comblé d'honneur et de richesse, retourne sa veste. Quand une flotte viking débarque en Hampshire, Palig les rejoint avec ses propres navires. Il brûle Tainton et d'autres domaines avant que la paix ne soit négociée à nouveau moyennant 24 000 livres d'argent. La trahison de Palig brise quelque chose en Ethelred. Cet homme qu'il a élevé, enrichi, en qui il avait placé sa confiance, s'est retourné contre lui. Et il n'est pas le seul. D'autres Ealdormen, d'autres nobles, trahissent, fuient ou refusent de se battre. Le royaume se désagrège de l'intérieur. En 1002, Ethelred a versé plus de 70 000 livres d'argent en tribut. Le trésor royal est vide. Le peuple est épuisé, ruiné par les impôts. Les raids continuent malgré les paiements. L'Angleterre n'achète pas la paix. Elle finance ses propres bourreaux. Printemps 1002. Ethelred tente une dernière manœuvre diplomatique. Il épouse Emma de Normandie, la sœur du duc Richard II. Le calcul est simple. Les Vikings utilisent les ports normands comme base pour leurs raids. Si le duc de Normandie devient son beau-frère, peut-être fermera-t-il ses ports aux raiders danois. Emma a 15 ou 16 ans. Elle quitte Rouen pour une terre qu'elle ne connaît pas, pour épouser un roi de 20 ans, son aîné, déjà père de plusieurs enfants d'un premier mariage. Elle reçoit un nouveau nom anglo-saxon, Elfgifu, mais l'histoire la connaîtra sous son nom normand. Ce mariage renforce la position d'Ethelred sur le papier. Il a maintenant un puissant allié continental. Mais au sein même de son royaume, la situation pourrit. Les rumeurs circulent à la cour. Les Danois établis en Angleterre, ceux qui vivent dans les villes frontalières, ceux qui servent comme mercenaires, prépareraient un complot. Ethelred entend ces rumeurs. Ses conseillers les amplifient. Les Danois vont l'assassiner, lui et tout son conseil, puis prendre le pouvoir. C'est ce qu'on lui répète. Est-ce vrai? Partiellement, peut-être. Les mercenaires ont montré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Palig l'a prouvé. Mais d'autres Danois vivent paisiblement depuis des générations. Ils ont des fermes, des commerces, des familles anglo-saxonnes. Ethelred est acculé. Son royaume saigne. Son trésor est vide. Son peuple le méprise pour avoir payé plutôt que combattu. Ses nobles le trahissent. Les Vikings reviennent chaque année malgré l'or qu'ils leur versent. Et maintenant, on lui dit que même ceux qui vivent sur son sol complotent contre lui. L'homme est jeune encore, trentenaire, mais il règne depuis plus de 20 ans dans la terreur et l'échec constant. Sa mère, Elftrith, qui fut sa conseillère la plus avisée, vient de mourir. Il est seul, paranoïaque, désespéré. Et dans cet état d'esprit, il prend la décision la plus catastrophique de l'histoire anglo-saxonne. Le jour de la Saint-Brice, Ethelred envoie un décret à travers son royaume. L'ordre est limpide, glaçant, tuer tous les hommes danois en Angleterre. La chronique anglo-saxonne, ce document contemporain qui enregistre année par année l'histoire de l'Angleterre, note sobrement. En cette année, le roi a ordonné de tuer tous les hommes danois qui étaient en Angleterre. Cela fut fait le jour de la Saint-Brice, car on avait dit au roi qu'ils allaient traîtreusement lui ôter la vie, puis celle de tous ses conseillers, et ensuite prendre son royaume sans résistance. L'ordre est génocidaire. C'est un nettoyage ethnique avant l'heure. Mais peut-il vraiment être appliqué? L'Angleterre compte des dizaines de milliers de Danois. Dans le Danelaw, tout le nord et l'est du pays, ils sont majoritaires. Là-bas, tenter un massacre serait un suicide. Les populations danoises sont trop fortes, trop nombreuses, trop bien établies. Ethelred ne vise probablement pas ces régions. Son ordre cible les zones sous son contrôle direct. Les villes frontalières comme Oxford, Bristol, Gloucester, Londres. Et surtout, il vise les mercenaires,
ces Danois qui l'ont servi puis trahi, ces hommes qu'il a payés et qui se sont retournés contre lui. Mais une fois l'ordre lancé, qui peut contrôler sa portée? Dans un royaume rongé par des années de raids, de pillages, de peur et de haine, le massacre devient incontrôlable. Oxford, 13 novembre 1002, après-midi. La nouvelle du décret royal se répand comme une traînée de poudre. Les Danois de la ville comprennent qu'ils vont mourir. Certains essaient de fuir, d'autres de se cacher. Beaucoup se réfugient dans l'église Saint-Frideswyde, l'actuelle cathédrale Christ Church. C'est un sanctuaire. Le droit d'asile dans une église est sacré, même pour des païens. La foule anglo-saxonne encercle l'église. Des hommes, des femmes, certains voisins des Danois depuis des années. La peur et la haine ont effacé toute humanité. Ils exigent que les Danois sortent. Ceux-ci refusent, s'accrochent aux autels, aux piliers. Les anglo-saxons tentent d'enfoncer les portes. Elles résistent. Alors ils prennent une décision atroce. Ils mettent le feu à l'église. Les flammes s'élèvent. Le bois ancien brûle rapidement. À l'intérieur, les cris, les hurlements. Certains Danois tentent de sortir, suffoqués par la fumée. Ils sont abattus sur le seuil. D'autres restent à l'intérieur et brûlent vifs. L'église s'effondre partiellement. Les manuscrits, les ornements, tout part en fumée avec les corps. En 2008, des archéologues de l'université d'Oxford découvrent une fosse commune sur le site du St. John's College. 37 squelettes, tous des hommes jeunes, entre 15 et 35 ans. Tous exceptionnellement grands pour l'époque. Tous morts de morts violentes. Les analyses révèlent des coups multiples, des attaques de dos, des tentatives de décapitation. Un homme a été complètement décapité. Plusieurs crânes sont fracassés. Les os portent des traces de brûlures. L'analyse chimique des ossements montre que ces hommes ont grandi en mangeant beaucoup de poissons, une alimentation typiquement scandinave. Ce ne sont pas des anglo-saxons, ce sont des vikings. La datation au carbone 14 place ces morts entre 960 et 1020, exactement la période du massacre. Les archéologues sont convaincus. Ce sont les victimes d'Oxford, brûlées dans l'église Saint-Frideswyde le 13 novembre 1002. Oxford n'est pas un cas isolé. Bristol, Gloucester, Londres, toutes les villes frontalières connaissent des scènes similaires. Les détails varient, mais la violence est partout la même. Les Danois sont pourchassés dans les rues. Certains sont tués chez eux, devant leur famille. D'autres sont traînés sur les places publiques et exécutés. Les marchands danois, les artisans, les fermiers, peu importe. Tous sont coupables d'être nés du mauvais côté de la mer du Nord. Ethelred justifiera plus tard son acte dans une charte royale de 1004, quand il ordonne la reconstruction de l'église d'Oxford qu'il a fait brûler. Ces mots sont sans remords. Un décret fut envoyé par moi sur le conseil de mes hommes et de mes magnates, stipulant que tous les Danois qui avaient surgi dans cette île, poussant comme de la mauvaise herbe parmi le blé, devaient être détruits par une extermination des plus justes. La mauvaise herbe parmi le blé, une métaphore déshumanisante, le langage même du génocide. Et il appelle ça une extermination des plus justes. Mais combien sont-ils morts vraiment? Personne ne le sait. Les sources historiques sont frustrantes de silence. Des centaines, des milliers. Impossible à dire. Ce qui est certain, c'est que le massacre a ciblé principalement des hommes en âge de combattre, dans des zones spécifiques. En 2009, une autre découverte archéologique à Weymouth, dans le Dorset, révèle 54 squelettes. Tous décapités, tous jeunes hommes, tous enterrés avec leurs crânes à part. Les analyses montrent qu'ils viennent de Scandinavie. Certains ont grandi en Norvège, d'autres au Danemark. Ces hommes étaient des guerriers professionnels, probablement des raideurs capturés et exécutés. Cette découverte de Weymouth date aussi de la période d'Ethelred, peut-être liée au massacre, peut-être à un autre épisode de violence. L'époque est tellement sanglante qu'il est difficile d'attribuer chaque fosse commune à un événement précis. Parmi les morts du massacre, 2 noms émergent des chroniques, Gunhild et Palig Tokesen. Gunhild est, selon les sources, la sœur de Sweyn à la barbe fourchue, roi du Danemark. Elle est mariée à Palig, ce traître qui a retourné sa veste en 1001. Certains historiens doutent de son existence.
Elle n'apparaît que dans des chroniques tardives, écrites un siècle après les faits par Guillaume de Malmesbury. Peut-être est-elle une invention, une justification romantique pour expliquer la vengeance de Sweyn. Mais vraie ou inventée, son histoire devient légendaire. Gunhild et Palig auraient cherché refuge à Oxford. Peut-être étaient-ils dans cette église qui a brûlé. Peut-être ont-ils été exécutés ailleurs. Les chroniques disent qu'ils sont morts avec leur fils, toute une famille anéantie. Si Gunhild était vraiment la sœur de Sweyn, alors Ethelred vient de faire la pire erreur possible. Tuer la sœur d'un roi viking n'est pas juste un meurtre politique, c'est une insulte personnelle, un appel à la vengeance qui transcende toute diplomatie. Sweyn Haraldsson, dit à la barbe fourchue, n'est pas n'importe qui. Né vers 960, fils de Harald de Bluetooth, qui a unifié le Danemark et converti son peuple au christianisme, Sweyn est un viking de la nouvelle génération. Baptisé dans sa jeunesse, il porte le nom chrétien d'Otto, mais personne ne l'appelle ainsi. Sweyn a pris le pouvoir par la violence. Dans les années 980, il se rebelle contre son propre père, l'attaque avec l'aide du légendaire Palnatoke, chef des Jomsvikings, ces mercenaires vikings d'élite. Harald Bluetooth meurt en exil en Allemagne en 986 ou 987. Sweyn devient roi du Danemark à 26 ans, les mains encore tachées du sang paternel. Il ne s'arrête pas là. En l'an 1000, il s'allie avec le roi de Suède et Éric de Lade pour détruire Olaf Tryggvason à la bataille de Svolder, une confrontation navale épique. Olaf, ce même viking qui avait écrasé les Anglais à Maldon en 991, disparaît dans les flots. Sweyn devient le maître virtuel de la Norvège, contrôlant un empire scandinave qui s'étend du Danemark à la Norvège. C'est cet homme, ce conquérant impitoyable qui a tué son père et détruit des rois, qui apprend le massacre du 13 novembre 1002. Si Gunhild était vraiment sa sœur, la nouvelle le frappe au cœur. Mais même sans ce lien familial, le massacre est une opportunité en or. Ethelred vient de donner à Sweyn la meilleure excuse pour envahir l'Angleterre, la vengeance. 1003, un an après le massacre. Sweyn débarque en Angleterre avec la plus grande armée viking jamais vue depuis des décennies. Ce n'est plus un raid, c'est une invasion, une guerre d'anéantissement. Les Vikings dévastent le Wessex, cette région du sud-ouest qui fut le cœur de la résistance sous Alfred le Grand. Exeter tombe. Wiltshire, Hampshire, toutes ces régions sont mises à feu et à sang. Les chroniques parlent de destruction sans précédent, de villages entiers rasés, de populations massacrées. En 1004, Sweyn atteint l'East Anglia. Il assiège Norwich et la détruit. Mais là, il rencontre une résistance inattendue. Ulftitel Snillinger, un noble de l'East Anglia, rassemble une armée et attaque les Danois près de Thetford. La bataille est féroce. Les Vikings perdent tellement d'hommes qu'ils manquent peu de voir leurs navires détruits. C'est la première vraie défaite qu'ils subissent. La victoire d'Ulftitel redonne espoir aux Anglais. Mais elle est de courte durée. Une famine terrible frappe l'Europe en 1005. Sweyn, incapable de nourrir son armée, rentre au Danemark. Mais il reviendra. Ce n'est qu'une pause. 1006 à 1007. Nouveau raid. Nouvelle destruction. Ethelred paie encore. Cette fois, 36 000 livres d'argent pour 2 ans de paix. Le royaume est exsangue. Les impôts sont si lourds que des révoltes éclatent. Des nobles refusent de payer. D'autres fuient à l'étranger. 1009 à 1012. Une nouvelle vague d'invasion, menée cette fois par Thorkel le Grand, un autre chef viking redoutable. Son armée ravage tout sur son passage. En 1011, il capture l'archevêque de Canterbury, Elfhéa, et exige une rançon. Quand elle n'arrive pas assez vite, les Vikings, ivres lors d'un festin, lapident l'archevêque à mort avec des os de bœuf. C'est un sacrilège qui choque même les païens. Thorkel lui-même est horrifié et change de camp, offrant ses services à Ethelred. Mais le mal est fait. Pour faire partir les Vikings, Ethelred paie 48 000 livres d'argent. En 10 ans, de 1002 à 1012, Ethelred a versé plus de 150 000 livres en tribut. C'est une fortune colossale, probablement l'équivalent de plusieurs années de revenus du royaume entier. Et ça n'a rien résolu. Les Vikings sont toujours là, plus forts, plus riches, plus déterminés que jamais. Août 1003, Sweyn revient.
Mais cette fois, ce n'est pas pour rasier, c'est pour conquérir. Il débarque à Sandwich avec son fils Knut, alors âgé d'une vingtaine d'années, et une armée massive. La stratégie de Sweyn est brillante. Il ne marche pas directement sur Londres, la capitale fortifiée. Il remonte vers le nord, vers le Danelaw, où les populations danoises l'accueillent en libérateur. Northumbrie se soumet sans combattre. Les 5 bourgs danois, ces villes fondées par les Vikings un siècle plus tôt, lui ouvrent leurs portes. Puis Sweyn redescend. Oxford capitule immédiatement. Winchester, l'ancienne capitale du Wessex, se rend. Les nobles de l'Ouest, voyant que la résistance est inutile, viennent offrir leur soumission à Bath. Londres résiste. Ethelred est dans la ville avec Thorkel le Grand et ses mercenaires vikings. L'ironie est totale. Le roi anglais se fait protéger par des vikings contre d'autres vikings. Sweyn assiège la ville, mais échoue à la prendre. Alors il l'isole et continue sa marche triomphale. Un par un, les comtés se soumettent. Les nobles anglais, voyant que le vent a tourné, abandonnent Ethelred. Ce n'est plus une question de loyauté, mais de survie. Sweyn contrôle maintenant tout le pays sauf Londres. Les Londoniens, comprenant qu'ils sont seuls, qu'aucun secours ne viendra, finissent par capituler. Ils ont trop peur de la vengeance de Sweyn s'ils résistent davantage. Noël 1033. Sweyn à la barbe fourchue est proclamé roi d'Angleterre. Ethelred le malavisé s'enfuit. Il rejoint d'abord l'île de Wight, puis traverse la Manche pour retrouver sa femme Emma et ses enfants en Normandie chez son beau-frère. Le roi d'Angleterre est un exilé, un fugitif. Pour la première fois depuis Alfred le Grand, plus d'un siècle plus tôt, l'Angleterre entière est sous domination scandinave. Le massacre de la Saint-Brice, censé éliminer la menace danoise, a abouti à l'exact opposé, la conquête totale du royaume par les Danois. Sweyn a réussi. Il règne sur le Danemark, la Norvège et maintenant l'Angleterre. Son empire de la mer du Nord est une réalité. Mais il ne profitera pas longtemps de sa victoire. 3 février 1014. 5 semaines seulement après sa proclamation, Sweyn meurt brusquement à Gainsborough, dans le Lincolnshire, où il a établi sa capitale anglaise. Il n'a jamais été couronné officiellement. Comment meurt-il? Personne ne le sait vraiment. Certaines sources parlent d'une chute de cheval. D'autres évoquent une apoplexie, peut-être un accident vasculaire cérébral, mais une légende plus sombre circule. Selon cette légende, Saint Édmond, roi martyr tué par les Vikings en 869, revient d'entre les morts la nuit de la Chandeleur. Il traverse les ténèbres, entre dans la chambre de Sweyn et le transperce d'une lance avant de disparaître. Le roi viking meurt, frappé par la vengeance divine. C'est évidemment une invention chrétienne, une histoire propagée par des moines anglo-saxons pour donner un sens à cette mort inattendue. Mais elle montre à quel point les Anglais détestent de Sweyn, même après sa mort. Le corps du conquérant est d'abord enterré en Angleterre, puis rapatrié au Danemark et inhumé dans la cathédrale de Roskilde. Des archéologues ont découvert sur ce site les restes d'un homme correspondant à l'époque et à l'âge de Sweyn. C'est peut-être lui, ce roi qui a conquis un royaume et n'en a profité que 5 semaines. Sweyn mort, tout pourrait recommencer. Son fils Knut, jeune, inexpérimenté, n'a pas l'autorité de son père. Les nobles anglais, qui l'ont accepté par peur, voient une occasion. Ils envoient une délégation en Normandie. Le message est clair. Revenez, Ethelred, mais à des conditions. Vous devrez gouverner plus justement qu'avant. Vous devrez écouter vos conseillers. Vous devrez respecter les lois. Ethelred, qui n'a pas d'autre choix, accepte. En février 1014, il débarque en Angleterre avec son fils Édmond, un jeune homme dans la vingtaine, bien plus énergique et combatif que son père. Knut se retire provisoirement au Danemark pour rassembler des renforts. Mais il reviendra. La guerre entre Danois et Anglo-Saxons est loin d'être terminée. Les 2 années suivantes sont chaotiques. Knut revient en 1015 avec une armée encore plus grande. Ethelred, vieillissant, malade, ne peut plus diriger les opérations. C'est son fils Édmond qui prend la tête de la résistance. On le surnomme déjà Édmond Côte de Fer, tant il est courageux au combat. 23 avril 1016. Ethelred le malavisé meurt à Londres. Il règne depuis 37 ans, l'un des plus longs règnes de l'histoire anglaise et l'un des plus catastrophiques. Il laisse un royaume déchiré, ruiné, envahi.
Edmond Côte-de-Fer lui succède et continue la lutte contre Knut. Pendant quelques mois, il remporte des victoires. Mais le 18 octobre 1016, à la bataille d'Assandun dans l'Essex, les Danois écrasent définitivement les Anglo-Saxons. Edmond et Knut négocient. Ils se partagent le royaume. Edmond garde le Wessex. Knut prend le reste. Mais le 30 novembre 1016, à peine 6 semaines après le traité, Edmond meurt mystérieusement. Il a 27 ans. Empoisonné? Assassiné? Victime d'une maladie foudroyante? Personne ne sait. Knut devient roi de toute l'Angleterre. Pas par un coup de force, mais quasi légalement héritier du royaume partagé. Pour asseoir sa légitimité, il épouse Emma de Normandie, la veuve d'Ethelred. Cette femme extraordinaire devient ainsi reine d'Angleterre 2 fois, sous 2 dynasties différentes. Le massacre de la Saint-Brice, cette décision prise dans la panique et la paranoïa un jour de novembre 1002, a détruit l'Angleterre anglo-saxonne. Sans ce massacre, Sweyn n'aurait peut-être jamais eu la motivation ou la justification pour envahir l'Angleterre aussi systématiquement. Les raids auraient continué, certes, mais pas cette guerre totale qui a abouti à la conquête. Sans la conquête de Sweyn et Knut, l'histoire anglaise aurait été radicalement différente. Car l'histoire ne s'arrête pas là. Knut règne sur l'Angleterre jusqu'à sa mort en 1055. Il est un bon roi, juste, efficace. Il se fait même baptiser à nouveau pour marquer sa conversion sincère au christianisme. Son empire de la mer du Nord, incluant l'Angleterre, le Danemark et la Norvège, est une réalité. Mais après sa mort, ses fils se révèlent incapables. Harald Pied de Lièvre règne 5 ans et meurt en 1040. Hardaknut, fils de Knut et d'Emma, lui succède mais meurt lui aussi en 1042, à seulement 24 ans, foudroyé en plein banquet. Le trône revient alors à Édouard, fils d'Ethelred et d'Emma, qui a grandi en exil en Normandie. On l'appellera Édouard le Confesseur. Il règne de 1042 à 1066 et meurt sans héritier. Et c'est là que tout explose. 3 hommes réclament le trône. Harold Godwinson, le plus puissant noble d'Angleterre. Harald Hardrada, roi de Norvège qui se considère comme l'héritier de Knut, et Guillaume, duc de Normandie, cousin d'Édouard par Emma. 1066, Guillaume débarque en Angleterre et écrase Harold à la bataille de Hastings. La conquête normande achève ce que le massacre de la Saint-Brice a commencé, la destruction de l'Angleterre anglo-saxonne. Guillaume, duc de Normandie, est lui-même descendant de Vikings. Son arrière-arrière-arrière-grand-père, Rollon, était un chef viking qui a reçu la Normandie du roi de France en 911. La boucle est bouclée. Les Vikings qu'Ethelred voulait exterminer en 1002 ont fini par conquérir définitivement l'Angleterre 64 ans plus tard, par l'intermédiaire de leurs cousins normands. Que nous apprend le massacre de la Saint-Brice? D'abord, que la peur et la paranoïa sont les pires conseillères. Ethelred a pris sa décision sous la pression, convaincu qu'un complot menaçait sa vie. Peut-être y avait-il vraiment des complots? Palig avait trahi. D'autres mercenaires danois étaient peu fiables, mais ordonner un massacre ethnique pour éliminer une menace potentielle, c'est transformer une crise en catastrophe. Ensuite, que les massacres ne résolvent jamais les problèmes qu'ils sont censés résoudre. Ethelred voulait éliminer la menace danoise. Il a obtenu l'exact opposé. Une invasion massive, motivée par la vengeance, qui a abouti à la conquête totale de son royaume. Enfin, que les actions d'un seul homme, même roi, peuvent avoir des conséquences qui se répercutent pendant des générations. Le massacre de 1002 a enclenché une chaîne d'événements qui s'est terminée en 1066 avec la conquête normande. 64 ans, 3 générations, et à la fin, l'Angleterre anglo-saxonne n'existe plus. Les chroniques médiévales ont été dures avec Ethelred. Guillaume de Malmesbury, écrivant un siècle après sa mort, le décrit comme un roi faible, incapable, gouverné par de mauvais conseillers. La tradition historiographique anglaise a repris ce jugement pendant des siècles. Récemment, certains historiens ont tenté de le réhabiliter. Ils soulignent qu'il a hérité d'une situation impossible, que les raids vikings de son époque étaient plus massifs et mieux organisés que ceux que ses ancêtres avaient affrontés, que ses réformes administratives étaient progressistes
que la qualité de la monnaie anglaise est restée excellente sous son règne. Tout cela est vrai. Mais rien ne peut effacer le massacre de la Saint-Brice. Rien ne peut justifier qu'un roi ait ordonné l'extermination de tout un peuple vivant sur son territoire. Et rien ne peut cacher que cette décision a détruit son royaume. Plus de 1000 ans après, que reste-t-il du massacre de la Saint-Brice? Des fosses communes, découvertes par hasard lors de travaux d'aménagement à Oxford, Weymouth, peut-être ailleurs. Ces ossements qui témoignent d'une violence extrême, de morts brutales, de corps brûlés ou décapités, des chroniques médiévales qui mentionnent brièvement l'événement, sans s'attarder, comme si les auteurs préféraient passer rapidement sur ce moment honteux. Une charte royale de 1004 où Ethelred, sans remords, justifie le massacre et demande des fonds pour reconstruire l'église qu'il a fait brûler avec des gens à l'intérieur. Et surtout, une leçon historique sur les dangers du nationalisme ethnique, de la peur instrumentalisée et des solutions radicales aux problèmes complexes. Le massacre de la Saint-Brice n'est pas l'événement le plus connu de l'histoire médiévale. Il est éclipsé par la conquête normande de 1066, qui marque de façon plus nette la fin de l'ère anglo-saxonne. Mais il en est la cause profonde, le péché originel qui a mis l'Angleterre sur la voie de sa destruction. Quand Ethelred a donné cet ordre le 13 novembre 1002, il pensait sauver son royaume. Il l'a condamné. Les Vikings qu'il voulait tuer l'ont chassé de son trône. Le fils de l'un d'eux, Knut, a épousé sa veuve. Et 64 ans plus tard, les descendants des Vikings ont conquis définitivement l'Angleterre. C'est l'ironie ultime de l'histoire. Celui qui a ordonné l'extermination des Vikings a fini par livrer son royaume aux Vikings. Et aujourd'hui, des millions d'Anglais portent dans leurs veines le sang scandinave de ces hommes qu'Ethelred voulait détruire. Le massacre de la Saint-Brice reste une tache sanglante dans l'histoire anglaise, un rappel que la violence aveugle ne résout rien, et que les décisions prises dans la peur ont des conséquences qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer.